Pourquoi y a-t-il autant de variations morphologiques au niveau du foie, au niveau de la lobation, au niveau des artères, au niveau des veines, au niveau des canaux biliaires? Eh bien, c'est là encore la morphogenèse qui va nous l'expliquer. À 3 semaines et demie de la vie embryonnaire, sur une vue de profil, dont voilà la face ventrale avec le cordon ombilical et la portion crâniale, le cœur de l'embryon repose du côté thoracique sur la face dorsale du septum transversum, qui est la première ébauche de ce qui sera le centre phrénique, septum transversum à la face caudale duquel va se développer l'ébauche hépatique. À ce stade, les gouttières pleuro-péritonéales de la grande cavité célomique interne ne sont pas fermées. L'anse intestinale primitive va voir en dessous de la dilatation gastrique se profiler la portion ascendante et la portion descendante de cette anse, rattachée à l'extérieur par le canal vitella, et c'est de la face ventrale de cette anse intestinale primitive que va se détacher l'ébauche des voies biliaires principales, qui donneront secondairement un bourgeonnement pour les voies biliaires secondaires, qui sont d'ailleurs extrêmement variables dans la série des mammifères et qui ne sont pas indispensables. Et cette première ébauche du futur canal cholédoque va se trouver au voisinage immédiat de l'ébauche du canal du pancréas ventral, le futur canal de Wirsung, alors que, en regard et du côté dorsal, se développe l'ébauche du futur canal de Santorini du pancréas dorsal. C'est autour de ces ébauches que le mésenchyme, le tissu totipotent, va se condenser pour donner naissance à la masse hépatique autour de l'ébauche biliaire, puis à la masse du pancréas ventral autour de l'ébauche de son canal de Wirsung et à la condensation du pancréas dorsal autour de l'ébauche du canal de Santorini. Nous sommes ici au voisinage, bien sûr, de la pénétration à partir des annexes embryonnaires des éléments veineux que vont être les veines ombilicales, droite et gauche, que vont être également les veines vitellines, droite et gauche, et en arrière se trouve l'axe vasculaire aortique en situation pré-rachidienne, axe pré-aortique qui va abandonner dans la partie haute le tronc cœliaque, lequel se ramifiera pour donner une artère gastrique gauche, pour donner une artère splénique et pour donner l'artère hépatique commune, tout au moins dans sa disposition la plus fréquemment rencontrée. Au contraire, juste en dessous de ce tronc cœliaque va se détacher l'artère mésentérique supérieure qui est centrée justement par ce canal du futur diverticule de Meckel, et c'est la mésentérique supérieure qui va prendre en charge l'essentiel de l'anse intestinale primitive. Nous sommes là avec la condensation du célome dans le mésogastre sagittal, dorso-ventral, antéro-postérieur, dont
le bord inférieur va ainsi se réfléchir autour de ce qui sera ultérieurement le ligament rond du foie, expliquant qu'à cet étage sus-mésocolique, il y eut deux moitiés, droite et gauche, de la grande cavité péritonéale, et puis le péritoine va se réfléchir autour de ce mésogastre, puis dans la partie basse va se réfléchir pour constituer la racine du mésentère. Si je pratique une coupe horizontale, passant par ce plan grand A, ici, de cet étage sus-mésocolique, à 3 semaines et demie de la vie embryonnaire, coupe horizontale dont voici l'arrière et vue du dessus le côté droit, nous allons y retrouver du côté ventral l'attache du cordon ombilical et par rapport au rachis, esquissé de la sorte en arrière, les deux masses rénales, droite et gauche, qui sont au contact des pédicules trophiques que sont l'aorte abdominale du côté gauche et la veine cave inférieure du côté droit. Le tube entoblastique, comme nous l'avons dit, en situation intracélomique, va abandonner les bourgeons destinés tout d'abord en avant à la masse hépatique. C'est là l'ébauche du canal cholédoque. Au voisinage de cette ébauche prend naissance le bourgeon du pancréas ventral, primitivement double et secondairement ramené au bourgeon gauche, et puis en arrière, au contraire, l'ébauche du pancréas dorsal autour du futur canal de Santorini. Nous sommes là avec les artères à destinée viscérale rétrocélomique, rénale, surrénalienne, gonadique, et surtout ici le tronc cœliaque qui abandonnera l'artère splénique, l'artère gastrique gauche et qui va abandonner à destinée du bourgeon hépatique qui est en train ici de se condenser dans ce mésogastre sagittal, l'artère hépatique commune. Rappelons simplement la présence du pancréas dorsal en arrière et du pancréas ventral au contact du virsum. La paroi du célome primitif va ainsi se réfléchir pour donner ce mésogastre qui va traverser dans le plan sagittal ventrodorsal la cavité embryonnaire parce qu'il y a avant tout ces éléments veineux primordiaux extra-embryonnaires que sont les veines ombilicales droite et gauche et les veines vitellines droite et gauche. Quelques semaines plus tard, le tube entoblastique va effectuer son mouvement de rotation qui va amener le futur estomac du côté gauche et qui va amener le futur foie dans l'hypocondre droit. Sur une coupe horizontale passant chez l'embryon de 3 mois et demi, avec toujours les mêmes repères, l'arrière et le côté droit, avec toujours l'attache du cordon ombilical vers l'avant et l'esquisse du rachis vers l'arrière. Nous allons retrouver bien sûr l'aorte sur le flanc antérolatéral gauche, la veine cave inférieure sur le flanc antérolatéral droit, esquisser ici le relief des loges rénales, surrénaliennes et gonadiques, et montrer que la masse hépatique est donc maintenant venue occuper tout l'hypocondre droit avec un lobe gauche qui est d'ailleurs de taille beaucoup plus importante chez le fœtus et chez le jeune enfant qu'il ne l'est chez l'adulte. Le tube entoblastique avec la jonction duodéno-pylorique et l'estomac ont basculé au contraire ici vers la gauche, emmenant dans ce mouvement de rotation les ébauches pancréatiques qui ont fini par fusionner le pancréas primitivement ventral, le pancréas primitivement dorsal, qui ont ici amené en situation rétro-duodénale cette masse pancréatique. Les bourgeons biliaires ont bien sûr suivi ce mouvement de rotation avec l'éventuelle voie biliaire secondaire, ici simulée. Les voies pancréatiques
vont donc s'aboucher là encore en arrière, et à partir de l'aorte abdominale, du côté gauche, sur le trajet de l'artère splénique, est venue maintenant bourgeonner la petite pomme splénique, qui est cet organe hématopoïétique en situation intrapéritonéale. L'artère gastrique gauche est dans ce plan, l'artère hépatique commune arrive à ce niveau, et il y a bien sûr toujours cette traversée sagittale des éléments extra-embryonnaires que sont les vaisseaux ombilicaux et que sont les éléments vitellins, dont la morphogenèse a amené à la mise en place du système porte, comme nous allons le voir, et dont les veines sus-hépatiques vont maintenant pouvoir s'aboucher là en arrière dans la veine cave inférieure. La réflexion du péritoine pariétal va dessiner le ligament coronaire du foie en arrière de la masse hépatique, va donner en avant, autour des éléments extra-embryonnaires, le futur ligament rond du foie. Puis, derrière l'estomac, voici la poche qui va constituer l'arrière-cavité des épiplombs, la classique bourse au mental, puis le ligament pancréatico-splénique, le ligament gastrosplénique, puis le ligament gastro-hépatique, le classique petit épiplomb, avant que le péritoine ne vienne constituer le deuxième feuillet du ligament rond du foie. Derrière le bloc duodéno-pancréatique va maintenant s'accoler le classique fascia de Treitz du côté gauche. Et nous sommes toujours ici avec ces deux moitiés, droite et gauche, de la grande cavité célomique. Eh bien, pourquoi autant de variations morphologiques? Tout d'abord, au niveau artériel. De la face ventrale de l'aorte abdominale vont se détacher des artères segmentaires que sont la 9e, la 10e, la 11e et la 12e artère segmentaire à destinée intracélomique. Ces artères sont donc destinées au tube entoblastique qui est ici simulé, et elles vont échanger entre elles, en situation pré-aortique, une anastomose prévasculaire qui va persister à certains niveaux et disparaître à d'autres niveaux. Bien sûr, cette aorte primitive abandonne des vaisseaux à destinée viscérale rétrocélomique, comme ici simulé du côté droit l'artère rénale, à destinée viscérale rétrocélomique comme les vaisseaux destinés à la capsule surrénale, destinés à la gonade vers le bas, et puis bien sûr cette aorte abandonne également des artères à destinée pariétale comme le seront les artères diaphragmatiques inférieures ou les artères segmentaires lombaires dorsales. Dans la disposition classique, à partir de cette face ventrale, c'est la 9e artère qui va subsister, la 10e et la 11e vont régresser, l'anastomose va devenir fonctionnelle, et nous avons là la description classique du tronc cœliaque, donnant naissance à l'artère gastrique gauche, l'ancienne coronaire stomachique, donnant naissance en dessous à l'artère splénique, destinée à l'organe liénique, à la rate, donnant naissance à l'artère hépatique commune, alors que c'est la 12e artère segmentaire primitive qui va donner naissance à l'artère mésentérique supérieure. Mais à partir de la persistance partielle ou totale de certaines de ces anastomoses, de la disparition partielle ou totale de certaines de ces branches, on va pouvoir décrire toutes les variations connues, à savoir un tronc cœliaque qui ne comporte qu'une artère gastrique gauche et une artère splénique, alors que l'artère hépatique commune, variété qui est loin d'être rare, va prendre naissance, au contraire, de l'artère mésentérique supérieure. Mais il n'est pas rare de décrire deux artères hépatiques communes, une artère hépatique dite gauche, venue du tronc cœliaque, et une artère hépatique droite, venue de l'artère mésentérique supérieure. Et lorsque l'on représente à la face ventrale du tube entoblastique, à peine esquissé ici, le trajet de l'aorte abdominale avec ses principales branches, c'est devant ce tube entoblastique qu'est venu bourgeonner l'ébauche du foie, certes
Dans la disposition modale, nous l'avons décrit, c'est du tronc cœliaque que se détache l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et maintenant l'artère hépatique commune, mais il n'est pas rare de décrire des artères segmentaires anormales, aberrantes, venant des artères pariétales, venant des artères diaphragmatiques inférieures droite et gauche, venant de certaines artères lombaires, droite ou gauche, des artères supplémentaires venues des artères viscérales d'origine rétrocélomique, parmi lesquelles l'artère rénale droite va être la plus fréquemment intéressée, des artères viscérales venues de des artères capsulaires surrénaliennes, surtout droite, des artères viscérales venues même des artères gonadiques à droite, et puis bien sûr des branches aberrantes qui peuvent venir de l'artère gastrique gauche pour le lobe gauche du foie, voire même de l'artère splénique. Dans la disposition qui est aussi classiquement décrite sur une vue de face de la masse hépatique, dont voilà la portion gauche, l'artère hépatique commune, arrivée dans le île du foie, va se répartir en donnant une artère hépatique gauche qui vient vasculariser les segments 2, les segments 3 et très fréquemment les segments 4 petit b et 4 petit a de Quinault, avec au contraire une artère hépatique droite qui va vasculariser les segments 8 et les segments 5 de Quinault, ainsi que les segments 6 et 7. Mais il n'est pas rare de décrire ici des artères hépatiques droites en situation ectopique, nées de l'artère hépatique gauche et qui viennent en particulier pour le segment 4, pour le segment 8 et en particulier pour le segment 1. Et il est bien évident que la ligature trop prématurée de l'artère hépatique gauche après son entrée dans le île risque d'être catastrophique pour le segment droit vascularisé à partir de cette branche. Pourquoi maintenant autant de variations au niveau des éléments veineux? Et lorsque on représente sur la mise en place de ce premier schéma le sinus veineux qui est là posé sur le septum transverse, à l'origine en dessous et en arrière des futures cavités atriales, dans cette cavité de l'atrium droit va venir s'aboucher un certain nombre de veines. Tout d'abord, de chaque côté, le retour veineux des veines cardinales, craniales et caudales droites, et ici cardinale, craniale et caudale gauche, qui vont constituer les deux canaux de Cuvier. Il faut signaler ici l'arrivée dans la face postérieure de la future oreillette gauche des veines pulmonaires avec le sinus veineux pulmonaire et ici une première justification de certains retours veineux pulmonaires anormaux qui peuvent se faire en situation ectopique, en position sous-diaphragmatique dans la veine cave inférieure, voire dans certaines veines sus-hépatiques. Dans ce sinus veineux primitif vont maintenant venir s'aboucher les deux veines ombilicales droite et gauche, et autour du tube entoblastique, qui est ici esquissé en situation dorsale vers l'arrière, vont venir également s'aboucher dans ce sinus veineux les veines vitellines droite et gauche. Ces veines vitellines vont échanger entre elles trois anastomoses, une première craniale qui est en situation pré-entoblastique, une seconde intermédiaire qui est en situation rétro-entoblastique et une troisième caudale en situation à nouveau pré-entoblastique. Et c'est bien sûr de la face ventrale de ce tube entoblastique primitif que va bourgeonner, comme nous l'avons expliqué, la masse hépatique qui va ainsi inclure tout ce dédale des veines afférentes et les anastomoses qui vont les réunir. En effet, entre la veine ombilicale droite et la veine vitelline droite va apparaître une première anastomose, petite a1. Entre la veine vitelline droite et maintenant la veine
supracardinale, la veine interne du corps de Wolf de Hochstetter, une anastomose A2, donc tendue ici en arrière entre la veine vitelline droite et cette veine interne du corps de Wolf, et enfin, entre la veine ombilicale gauche et la veine vitelline gauche, va apparaître une troisième anastomose A3. Le flux vasculaire, pendant quelques heures, va prendre l'habitude de passer dans tel ou tel affluent de ce marigot veineux, et voilà la disposition de l'adulte que l'on va rencontrer avec ces nombreuses variations que nous allons maintenant remettre en place sur un second schéma qui correspond à un stade plus évolué, où voici le tube entoblastique qui a commencé à donner sa dilatation gastrique et qui a donné l'anse intestinale duodénale. À la partie haute, bien sûr, nous allons retrouver l'atrium primitif, toujours posé qu'il est sur le septum transverse, et dans cet atrium vient s'aboucher la veine cave inférieure. Le bourgeon hépatique a donc pris ce développement exagéré à la face antérieure du tube entoblastique, et ce bourgeon, que voilà, va voir premièrement la disparition quasi complète de la veine ombilicale droite, l'orientation du schéma étant la même, le côté droit et la portion crâniale. Seule la portion terminale de cette veine ombilicale droite va subsister pour constituer le sinus réunien de His qui va donner la future dilatation du sinus veineux de Caloris dans la portion sushépatique de la veine cave inférieure. Au contraire, la veine ombilicale gauche va prendre un développement exagéré, c'est l'énorme flux vasculaire dont la ligature postnatale du cordon entraînera la sclérose et la constitution du ligament rond du foie. Les veines vitellines avaient dessiné autour du tube entoblastique ce sinus annulaire de His, dont maintenant la persistance de l'anastomose caudale va expliquer le trajet préduodénal de la grande veine mésentérique inférieure, la persistance maintenant de l'anastomose intermédiaire rétro-entoblastique explique le trajet rétro-duodéno-pancréatique de la veine porte, et l'anastomose à nouveau pré-entoblastique crâniale qui persiste explique maintenant la pénétration dans le hile du foie des deux branches classiquement décrites, quelquefois avec une branche médiane supplémentaire de la terminaison de la veine porte. Le segment terminal de ces veines vitellines va donner naissance aux veines sushéopathiques qui, classiquement, sont au nombre de 3, mais nous évoquerons après les nombreuses variations qu'on y décrit. Une veine sushépatique gauche qui draine les segments 2, les segments 3, les segments 4 de Quinault. Une veine sushépatique moyenne, quand elle existe, qui draine le segment 4, une partie du segment 5 de Quinault. Une veine sushépatique droite qui va drainer le segment 5, le segment 8 et le segment 6 et 7 de Quinault. Le lobe de Spiegel, le segment 1 et l'éventuel petit lobe supplémentaire, le segment 9 que Quinault vient d'individualiser, se drainant de façon variable dans ces différents troncs. Les anastomoses que nous évoquions tout à l'heure vont elles aussi persister. Commençons par l'anastomose A3, énorme, qui vient ici rattacher la veine ombilicale gauche avec le récessus de Hugo Rex dans la partie gauche de l'incisure transversale du hile du foie. Mettons en place ici l'anastomose entre la veine ombilicale droite et la veine vitelline droite qui va donner naissance au canal veineux d'Aronsius, et évoquons à la face postérieure du foie le segment rétro-hépatique de la veine cave inférieure qui prend naissance à partir de l'anastomose A2 qui est étendue entre la veine vitelline droite et le segment suprarénal de la veine cave inférieure issu de la veine interne du corps de Wolf de Hochstetter. Eh bien, nous avons évoqué tout à l'heure
certains des retours veineux pulmonaires anormaux qui peuvent se faire en sous-diaphragmatique. Nous allons évoquer l'abouchement directement dans l'atrium droit de certaines veines sus-hépatiques, en particulier à droite. Mais nous allons aussi évoquer que la veine porte peut passer en situation pré-duodénale, que certaines veines portes peuvent s'aboucher directement dans la veine cave inférieure sans entrer dans le hile du foie, et tout ceci à cause de ce bourgeonnement de cette masse hépatique en regard de ces lacis veineux anastomotiques. Si l'on représente sur une vue de face de la veine cave inférieure, avec du côté crânial la dilatation du sinus veineux de Caloris, il est classique, bien sûr, de dire que les veines sus-hépatiques sont au nombre de 2 ou de 3, la veine sus-hépatique moyenne pouvant s'aboucher en commun avec la veine sus-hépatique gauche, mais il existe aussi fréquemment des veines sus-hépatiques, non pas en situation crâniale, mais en situation intermédiaire, voire en situation caudale. Et puis, dans cette veine cave inférieure, s'abouchent les veines rénales, s'abouchent les veines diaphragmatiques inférieures, s'abouchent les veines capsulaires, tout particulièrement à droite, s'abouchent les veines gonadiques, s'abouchent les veines lombaires. Et lorsque l'on dissèque cette fossette rétro-hépatique hépatorénale de Morrison, en opérant, il n'est pas rare de voir des veines sus-hépatiques aberrantes s'aboucher directement dans les veines diaphragmatiques, dans les veines lombaires, dans les veines capsulaires, dans les veines rénales, dans les veines gonadiques, représentant bien sûr un danger à éviter absolument dans cette libération de la face postérieure. Et puis, ici, vers l'arrière, les veines issues du lobe de Spiegel, du lobe du segment 9 de Quinault également, vont s'aboucher sur la face antérieure de la veine cave. Et dans l'intervention qui va porter lors de l'hépatectomie, il faut absolument maîtriser tous ces pédicules aberrants. Alors qu'en est-il maintenant des variations biliaires? Dans la morphogénèse du foie, il est classique de décrire sur une vue de face de la masse hépatique, portion crâniale et côté latéral droit, un canal biliaire qui va suivre la ramification décrite au niveau des artères, drainant le segment 2, puis le segment 3, le segment 4 petit a et le segment 4 petit b, décrit par Quinault, dans un canal hépatique gauche. Au contraire, à droite, Giorgio a insisté sur la crosse qui porte son nom, qui draine les canaux hépatiques issus des segments 7 et des segments 6, rejoignant maintenant les canaux hépatiques segmentaires qui drainent le segment 8 et le segment 5 de Quinault. Et ce canal hépatique droit rejoint dans la disposition modale le canal hépatique gauche pour constituer l'origine du canal hépatique commun. Et là aussi, il n'est pas rare de décrire satellite d'une artère, qui est aussi une des variations que l'on peut décrire, destinée au segment 4, qui est l'artère de Dorio Branco, l'artère centrale de Haller. Ici, donc, un canal hépatique médian qui vient rejoindre cette trifurcation, drainant également le segment 1, bien sûr, de Quinault. À partir de ce canal hépatique, toutes les variations des voies biliaires secondaires qui ne nous intéressent pas ici peuvent se représenter, ce drainage biliaire pouvant se faire soit dans un canal hépatique droit, canal hépatique gauche, ou au contraire très bas dans le canal cholédoque. Qu'en est-il des variations de la lobation? Bien, l'anatomie comparée nous montre que le foie du lapin, le foie du chien sont des foies foliés avec des cloisons glissoniennes qui descendent jusqu'à la porte du foie. Sommering a décrit un homme qui avait 12 lobes au foie. Moser a décrit un sujet qui avait 16 lobes du foie. Nous avons nous-mêmes décrit un sujet qui était porteur d'un foie polylobé. Et puis, il existe des variations dans le nombre des lobes. Quelquefois, il manque, tout particulièrement le lobe carré, ou au contraire, il existe un lobe carré supplémentaire, comme chez les anthropoïdes. Et puis, il existe quelquefois des foies qui sont globuleux, qui sont ronds. Et enfin, il existe des foies succentoriés, avec des ébauches hépatiques que l'on trouve au contact du parenchyme splénique, que l'on trouve sur le trajet des veines ombilicales, et
que l'on trouve également dans l'épaisseur des ligaments, du ligament septal du foie. Alors, est-ce que c'est le parenchyme hépatique dont les travées vont dessiner la lobulation qui est l'élément directeur? Est-ce que c'est l'induction des canaux biliaires qui va mettre en place la segmentation du foie? Quel est le rôle des sinusoïdes veineux venus de ces plexus vitella? Quel est le rôle des segments artériels? C'est là tout le plaisir des variations qui maintenant, avec les progrès péropératoires du véritable palpeur échographique que l'on a en laparoscopie et en celluliochirurgie, permettent d'éviter tous les obstacles de ces variations anatomiques de la glande hépatique.